iraniens ou d'autres navires aussi par l'Iran. Oui, Anne-Chloé, hier, ce sont deux pétroliers iraniens qui ont été pris pour cible par l'armée américaine. On va découvrir ensemble ces vidéos fournies par le CENTCOM, donc le commandement central américain. Deux navires pris pour cible par un chasseur qui utilisait en fait des munitions de précision pour les intercepter, donc sans les couler. Tous les deux tentaient de franchir ce blocus américain afin de rejoindre un port iranien dans le golfe d'Oman. Et de son côté, l'agence de presse Fars, proche de Téhéran, affirme qu'il y avait en tout cas des affrontements sporadiques qui se déroulaient dans ce détroit d'Ormuz entre les deux camps. Les Iraniens bien décidés à riposter. Je vous propose justement d'écouter ce haut responsable qui n'hésite pas à menacer la flotte américaine. De notre point de vue, ce blocus naval est considéré comme un acte militaire et un acte militaire appelle une riposte militaire. Il faut qu'ils le comprennent. Désormais, ils devraient affecter plusieurs escortes supplémentaires à leurs destroyers afin que, si l'un d'eux commence à couler, ils puissent au moins secourir et évacuer leurs forces navales. Et Jordan, quelques heures auparavant, déjà il y avait des combats dans le détroit d'Ormuz. Oui, Anne-Chloé, 3 destroyers américains ont été pris pour cible dans ce détroit d'Ormuz. Vous le voyez avec l'USS Mason, l'USS Peralta et l'USS Truxtun qui ont été la cible de missiles, également de drones, mais aussi de vedettes. Vous savez, ces navires très rapides capables de prendre en chasse justement ces navires américains. Du coup, les États-Unis ont répliqué en ciblant 5 villes précisément sur la côte iranienne longue de 300 km. Alors, ces cibles n'ont pas été choisies au hasard, évidemment. Les missiles venaient de ces endroits. Il y avait également des centres de renseignement. Mais pour les Iraniens, c'est clair, il y a une violation du cessez-le-feu de la part des États-Unis. Marco Rubio, de son côté, ne l'entend pas de cette façon. Pour lui, les États-Unis ont tout simplement répondu à des attaques iraniennes. Écoutez. Nous n'avons pas tiré, ce sont eux qui ont tiré sur nous. Si vous tirez sur un navire de la marine américaine, que sommes-nous censés faire? Dire « Oh s'il vous plaît, c'est un cessez-le-feu, nous n'allons pas abattre votre drone ?» C'est une question stupide, c'est une position stupide à adopter. Bien sûr, nous avons riposté. Ils tiraient sur nous. Seuls les pays stupides ne ripostent pas quand on leur tire dessus. Et nous ne sommes pas un pays stupide. Et le message est clair. Donald Trump a transmis une proposition de paix à l'Iran. À voir maintenant si les Iraniens vont répondre. Merci beaucoup Jordan pour ces précisions. Et avant justement qu'on en reparle en plateau, on va quand même repartir évidemment sur le terrain. Vous savez, nos envoyés spéciaux LCI justement sont envoyés sur tous les fronts et surtout ces théâtres de guerre. Et ce qui concerne en tout cas la guerre au Moyen-Orient, on va retrouver Elisa Cléache à Doha au Qatar parce que Elisa, on le disait déjà tout à l'heure, mais c'est important aussi ce qui se passe pour les pays du Golfe dans ce détroit d'Ormuz avec ce risque d'embrasement. Alors quelles sont encore une fois ce matin leurs réactions ? En fait, il y a deux craintes pour ces pays du Golfe. La première, effectivement, vous le disiez, c'est que les hostilités ne reprennent sévèrement, avec donc comme présigne ces deux navires iraniens qui ont été frappés hier en fin de journée par l'armée américaine alors qu'ils tentaient de franchir le blocus selon les termes américains. La deuxième crainte, c'est que Donald Trump, entre guillemets, ne les abandonne à leur sort, puisqu'il le voit bien, Donald Trump minimise en quelque sorte la reprise de ces hostilités, ces échanges de tirs. Il dit que ce n'était qu'une broutille, que le cessez-le-feu est toujours en vigueur et donc leur inquiétude principale, c'est de voir un Donald Trump qui veut coûte que coûte signer une paix, même si la sécurité n'est pas rétablie ici dans la région totalement. Ils tentent donc de continuer de faire bloc, notamment pour débloquer ce détroit d'Ormuz. Hier encore, ils ont soumis un projet de résolution au Conseil de sécurité pour sécuriser ce détroit, le déminer, que les menaces cessent et surtout établir un corridor humanitaire pour venir en aide aux marins et aux navires qui sont toujours coincés dans ce détroit d'Ormuz depuis le début du conflit. Merci beaucoup Elisa Cléache en direct du Qatar pour ces précisions. En effet, Michel Derzanski, pour les pays du Golfe, il y a quand même un intérêt là et une crainte sur l'embrasement. Et donc eux insistent plutôt sur une sortie, on va dire plutôt pacifique, ou en tout cas pour essayer d'accompagner ces navires qui traversent le détroit. Pour eux, il y a quand même un enjeu. On sait d'ailleurs qu'ils ont passé quand même il y a quelques semaines des contrats d'achat d'armes offensives, ce qu'ils n'avaient pas, parce que c'est pas dans leur culture. Ils ont plutôt une culture défensive qu'offensive. Ils se sont retrouvés malgré eux dans cette guerre. Ce qu'il y a surtout, c'est que les Américains n'ont pas réussi à mettre, ou n'ont pas voulu, ou n'ont pas su, ou n'ont pas pu, je sais pas, mettre une bulle sécuritaire autour de cet ensemble de pays
Peut-être que les Américains, dans leur wargame, n'avaient pas envisagé qu'il y aurait une telle extension du paysage de la guerre fait par les Iraniens. Je sais pas. Par contre, ce que l'on voit se dessiner, par contre, c'est des choses intéressantes. C'est du côté des Émiratis, c'est un rapprochement avec Israël en termes de défense. Israël leur rapporte une partie du dôme pour qu'ils soient protégés en termes de missiles. Pareil pour l'Arabie Saoudite, c'est en train de se dessiner. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que l'axe sunnite-chiite au Moyen-Orient est en train de se fissurer complètement, et que après cette guerre, ça va être très compliqué, parce que soit on a cette gouvernance pastarane qui perdure au sein de l'Iran, et il y aura vraiment une rupture entre le monde sunnite et le monde chiite, avec des défiances énormes, et des recompositions, je dirais, d'architecture, de sécurité, avec un acteur qui est sur la région, qui est quand même Israël, et qui est l'ennemi direct affirmé par l'Iran. Donc là, il y a cette configuration. C'est étonnant d'ailleurs de voir que les Américains n'aient pas apporté un peu plus là-dessus. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que l'intervention américaine qui a eu lieu là sur les bateaux iraniens, cette réplique, cet échange qu'on a depuis 48 heures, 72 heures, c'est aussi un moyen de dire aux Émiratis, à l'Arabie Saoudite, etc., n'intervenez pas, restez là, nous, on intervient et on va faire ce qu'il faut, et ils veulent surtout pas qu'il y ait un engagement sur le terrain de ces pays-là. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on a cela, et puis ça a permis aussi aux Américains, sur ces 300 kilomètres, de tester la vélocité du système iranien. Oui. Donc ils ont enregistré aussi cette vélocité, ils ont enregistré aussi eux, de leur côté, leur faiblesse, c'est cartographié, c'est remis en jeu. Et donc, oui, je pense qu'on va continuer à avoir ces échanges. Quant à la réponse iranienne, je pense que là, c'est vraiment... c'est du Beckett. Oui. On attend Godot, mais tout le monde sait qu'il ne viendra pas. Tamar Sebok, c'est intéressant aussi, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on se penche un peu sur la suite, est-ce que ça changera dans les relations mondiales? J'ai envie de dire, il y aura un après guerre en Iran, de toute façon, pour toutes les relations un peu dans le monde. On le voit pour l'Europe et on peut aussi se l'approprier chez nous. Il y aura un changement de toute façon, que ce soit avec les États-Unis ou nos liens avec les autres pays, que ce soit la France, que ce soit l'Europe, et en effet que ce soit les pays du Golfe, avec autant Israël que l'Iran et que les autres pays, en effet, entre les sunnites, les chiites. Enfin, ça redistribue tout. Et il y aura vraiment un après-Iran, après la guerre en Iran. Absolument. Et on peut, d'une certaine façon, revenir à l'avant 7 octobre, où il y a eu cette coalition qui devait se faire dans la région et qui a été interrompue de façon exprès par les Hamas. Il y a eu un rapprochement. Maintenant aussi, dans le pays du Golfe, il y a eu toujours des tensions entre les Émirats, les Saoudiens, le Qatari. Ils se trouvent maintenant à devoir collaborer sur certaines choses. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, parce que le Saoudien pousse, par exemple, à arrêter cette guerre. Les Qataris jouent entre tout le monde, et les Émirats voudraient que, au moins, et ça on l'a dit aussi en Israël, si on change pas le régime en Iran, au moins qu'on les handicape de façon pérenne, on va dire. Donc on voit que les idées reçues qu'on avait avec qui peut collaborer avec qui changent, et aussi pour quel but. Ça veut dire que on utilisait beaucoup des grandes causes avant, si c'est pour le citoyen d'Iran, pour changer leur quotidien, on changeait leur vie. Si c'était pour les Palestiniens, on voit que maintenant les choses sont beaucoup plus cyniques et plus intéressées par chaque pays. Mais Romuald Thioard, vous qui connaissez bien les États-Unis, est-ce que ça, Donald Trump en a conscience, et est-ce que finalement il s'en fiche peut-être? C'est les intérêts américain, on le sait qu'il défend et qu'il défendra, mais il a conscience de ce bouleversement, ou est-ce qu'il en avait conscience, en tout cas, qu'il allait impliquer dans cette guerre, avec l'Iran? Non, il n'en a pas conscience, mais sinon il s'en ficherait, vous le dites. Effectivement, nous allons assister à une redéfinition des enjeux là-bas, une restructuration de la région. Comme vous l'avez très bien dit, au niveau mondial, les États-Unis sont aujourd'hui isolés comme ils ne l'ont jamais été. Ils ne se relèveront
pas véritablement de cet isolement. Ça a commencé avec les aides au développement en Afrique qui ont été supprimées, qui ont ouvert la porte à la Russie, à la Chine. Les menaces sur l'OTAN, quand même, de menacer d'annexer par la force le territoire d'un pays membre de l'OTAN. L'Union européenne s'éloigne légèrement des États-Unis vers la Chine. Le Canada qui regarde de plus en plus du côté de l'Europe. Ça va être la même chose. Effectivement, les alliés du Golfe commencent à se réorganiser, à regarder du côté d'Israël, mais aussi de la Chine. La parole américaine est démonétisée, les États-Unis ont perdu du crédit, le président ne s'en rend pas compte. Par contre, son entourage, J.D. Vance, s'était exprimé brièvement à ce sujet. Suzy Wills, surtout la secrétaire générale de la Maison-Blanche, en ont conscience. Mais ce sont des idéologues et des isolationnistes. Donc pour eux, si cela ne concerne pas